sur le mois d'octobre, les 2 premiers webinaires, l'objectif, c'est vraiment de préparer l'arrêt. Le premier webinaire, c'était de comprendre comment fonctionne le tabac, comment fonctionne enfin, le tabagisme, comment fonctionne cette addiction. Et puis, donc là, c'est vraiment comment préparer parce que ça peut aller sans dire, mais très souvent, quand on est fumeur, on a une tendance à avoir envie d'arrêter rapidement, alors que ça fait parfois des décennies qu'on fume, mais on est très pressé à l'arrêt. Alors que ça, il faut prendre un petit temps de préparation, hein, pas durer très longtemps, mais je vais vous donner tous les éléments pour bien intégrer la préparation de l'arrêt. Alors, les éléments pratiques, Yana vous les a donnés. Vous pouvez converser avec moi, poser des questions dans le petit onglet de la conversation ici. A priori, vos micros sont coupés, puis on enregistre pendant 45 minutes, puis après, pour poser les questions peut-être plus individuelles, on coupera l'enregistrement pour pouvoir échanger plus librement. Alors, il y a deux éléments. Donc là, les 6 webinaires sont proposés parce que la Ligue soutient le mois sans tabac. Vous pouvez vous inscrire au mois sans tabac sur la partie de gauche de votre écran avec le premier QR code. Alors, il faut le flasher. Ça vous envoie sur l'inscription pour le mois sans tabac qui débute après-demain. Mercredi prochain. Alors, je parle pour vous, mais aussi pour ceux qui peut-être le regarderaient en replay. Pour le QR code, l'idée, c'est simplement d'ouvrir son application de téléphone, d'approcher comme si on allait prendre une photo et ça nous envoie soit directement, soit il faut cliquer pour arriver sur le site et s'inscrire. Alors, pourquoi s'inscrire au mois sans tabac? Il y a des milliers de raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'il y a 5 fois plus de chances d'arrêter. Et si on arrive à arrêter pendant 30 jours, c'est le moment de l'année où il y a le plus de soutien pour l'arrêt du tabac, eh bien, on sait que l'installation de l'arrêt est plus pérenne après 30 jours d'arrêt. La deuxième partie de cette slide, il y a un deuxième QR code, c'est pour l'ensemble des webinaires qui sont proposés par la Ligue en soutien au mois sans tabac. Donc, on a eu les 2 premiers, c'était tout savoir sur le tabac pour mieux arrêter. Vous l'aurez en replay pour celles et ceux qui l'ont loupé. Aujourd'hui, on est quand même bien préparé l'arrêt. La semaine prochaine, ce sera sur la motivation. La semaine d'après, ce sera sur la dépendance comportementale. On consacre vraiment un webinaire entier aux habitudes, en fait, hein, parce que c'est ça qui va avoir la peau dure, surtout sur la thématique du tabagisme. Comment préparer la rechute? Parce que oui, c'est peut-être sans surprise, mais ou peut-être si. La rechute, c'est la règle en addicto. Quand on arrête un produit, quand on arrête une addiction comportementale, on va rechuter. On parle plutôt de faux pas, c'est moins stigmatisant. Il va y avoir une rechute. Donc, comment la préparer? Comment faire en sorte de continuer l'arrêt après ce faux pas? Et puis le dernier, c'est comment maintenir l'arrêt après 30 jours de soutien avec le mois sans tabac. Je me présente quand même. Je m'appelle Monia Djilali, je suis psychologue et addictologue. Donc ma spécialité, ce sont les addictions. J'ai 2 casquettes. La première, c'est celle je suis consultante pour les entreprises. J'interviens auprès de groupes publics et privés sur la thématique des addictions. Très souvent, il y a des enjeux de sécurité sur tous les autres produits. Mais quand on est sur des sites un peu particuliers, le tabac peut aussi être un enjeu de sécurité. Et c'est toujours un enjeu de santé, c'est évident. Et la deuxième casquette, c'est que j'ai aussi une activité libérale, qui n'est pas vraiment une deuxième casquette, puisque je donne aussi des consultations en entreprise. Alors, ça fait quelques années maintenant que j'accompagne aussi un certain nombre de salariés sur la question du tabac, mais aussi sur la partie de mon activité libérale. Le programme de ce deuxième webinaire, sur la série des 6, le premier, c'est qu'à la fin de chaque webinaire, je donne un exercice, parce que l'orientation de mon approche, elle est des thérapies cognitives et comportementales. Je m'inspire vraiment de cette thérapie un peu particulière que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc, on met en place des petits exercices pour se confronter à certaines choses, pour essayer de comprendre comment on fonctionne, comment notre cerveau il fonctionne, comment les habitudes s'installent. Et donc, la semaine dernière, il y a eu un exercice, je vais revenir dessus. Là, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous rappeler quand même quelques éléments sur la dépendance physique, donc la dépendance à la nicotine, pour comprendre pourquoi les substituts, pour qui, comment est-ce qu'on peut les utiliser. On va se parler de la vaporette, parce qu'on me pose souvent beaucoup de questions. Encore aujourd'hui, j'ai une consultation tabac, et il y a beaucoup d'idées reçues sur la vaporette, il y a un certain nombre d'interrogations, donc je pense que c'est important de prendre un temps pour y répondre. On va voir aussi toutes les aides qu'il y a à l'arrêt. Et puis, on terminera par un dernier exercice, enfin un exercice, le fameux exercice de fin de webinaire que je propose à chaque fois. Et puis, on prendra 15 minutes pour répondre
aux diverses questions. Alors, le premier, sur le premier webinaire, il y a eu un exercice qui était proposé, c'est de faire vraiment d'essayer de comprendre d'essayer de comprendre ce qui se passe enfin, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui pourrait me motiver à arrêter de fumer? Et au contraire, quels sont éventuellement les avantages que j'ai à fumer? Parce qu'il faut savoir que quand on a un comportement, qui nous pose problème, qu'on n'arrive pas à arrêter, c'est que forcément il y a un avantage. Il faut aller le chercher. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre certes peut-être de la récompense, mais en tout cas, on y tire un bénéfice. Si on en tire un bénéfice, le comportement continue de s'inscrire. Il faut essayer de le trouver, celui-ci. Ça, on peut le faire de façon assez précise en thérapie, mais là, de façon globale, chacun peut le faire à la maison. Donc, on avait donné quelques exemples sur la motivation à l'arrêt et sur les freins à l'arrêt. Donc, c'est vraiment propre à chaque fumeur. L'idée, c'est je vous ai donné les exemples qui reviennent très régulièrement quand on travaille sur cette petite balance-là décisionnelle. C'est très souvent, les gens me disent j'ai envie d'arrêter pour ma santé. Alors, c'est très large la santé, mais on peut après préciser. Et on a les freins. Bon, parfois, c'est j'ai peur de prendre du poids, c'est trop tard, ça fait déjà 40 ans que je fume, c'est pas maintenant que je vais m'arrêter, ça va être trop dur. Voilà, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui sont présentes. Et l'exercice, c'était de se dire: «OK, on fait le même job, mais pour la poursuite du tabagisme. Si je continue de fumer, quels sont les inconvénients, qui vont se présenter? Et puis, quels sont les avantages aussi, une fois de plus, qui sont présents quand je fume?» Alors certains me disent: «Bah, c'est pour faire face à l'ennui». Moi, quand je fume, ça me fait du bien parce que quand je suis tout seul ou toute seule, ça me permet de passer le temps, quand j'ai des ennuis, ça me permet aussi j'ai l'impression que, pendant que je fume, en tout cas, je ne pense pas, par exemple. Donc c'était de faire le job sur l'ensemble et tout de suite, ce qu'on peut constater, c'est que, il y a une partie des inconvénients dans le tabagisme qui sont sur du moyen long terme et une partie des avantages à fumer qui sont sur du court terme. Alors ça, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que notre cerveau, il est calibré pour la récompense immédiate. C'est tout de suite maintenant. Ça, on le sait très bien, toutes les questions qu'il y a autour de l'environnement, qu'il peut y avoir autour, des comportements de santé. Si on a une récompense là, tout de suite, maintenant, alors qu'on sait que demain, ça va être compliqué. Je vous donne, l'exemple du tabac, mais ça peut être aussi l'exemple d'un autre produit comme l'alcool. Les personnes qui consomment si on consomme trop, d'alcool, on est en excès. Sur le moment, on est peut-être content de le faire parce qu'il y a un effet festif, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on va perdre le contrôle de la consommation. Le lendemain, il y a la gueule de bois, qui est assez connue et on entend, toujours des personnes autour de nous dire: «C'est la dernière fois que je bois de l'alcool» et pourtant on les retrouve, la main dans le sac, quelques semaines plus tard à reconsommer en excès. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je ne parle pas des personnes qui ont des troubles, hein. Je parle vraiment des excès qui sont, spontanés. Pourquoi? Parce que sur le moment, là, tout de suite, ça me fait du bien, j'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose. Demain, pour le cerveau, c'est très loin, c'est très, très loin. C'est comme quand on nous parle de 2050, pour le cerveau, ça veut absolument rien dire. C'est l'immédiateté qui va primer. Alors, comment est-ce qu'on peut pallier à ça, justement? Eh bien, l'idée, c'est de regarder les objectifs aussi les objectifs qui sont à court terme, se fixer des objectifs à l'arrêt. Ceux qui sont à court terme, on peut tout de suite les mettre en place. On va en voir, par exemple, la santé, ça va être plutôt, sur du long terme. On se dit: «Bon, voilà, au bout d'un certain temps, je vais avoir des bénéfices pour la santé». Mais on peut en avoir pour tout de suite maintenant. C'est-à-dire qu'on sait qu'après, après, 24 heures d'arrêt de tabac, vraiment si j'arrête de fumer là tout de suite maintenant, on se retrouve demain à la même heure, à presque 19 heures, je suis débarrassé déjà du monoxyde de carbone qui est présent dans les poumons. Donc c'est le premier bénéfice pour la santé, c'est celui-ci. Donc on a quand même un avantage sur le court terme. L'objectif des avantages sur le long terme, c'est comme ça, c'est de faire exactement ce que je viens de faire, c'est de les déconstruire et d'en faire des petites étapes. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que si je vous dis, vous allez devoir, gravir, j'ai donné cet exemple la semaine dernière, mais il y en a plein d'autres, mais gravir une montagne, vous la voyez, elle est gigantesque. Vous allez me dire: «Bah, ouais, mais là, c'est pas possible, à un moment donné, il va falloir faire de l'escalade, j'en suis pas capable». Si en revanche, je vous dis de pas vous inquiéter, mais qu'il y a des randonnées qui sont prévues et puis on peut clairement le faire en une quinzaine de jours, si tous les jours on fait un petit bout de chemin. Bah, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que la procrastination, le fait de remettre, son arrêt à demain, au mois prochain, à l'année prochaine, et cetera, c'est parce qu'en fait, fumer, arrêter de fumer, se dire: «Il faut que j'arrête de fumer», c'est juste une montagne qui est gigantesque. Alors que la première étape, je vous l'ai démontré, elle est très simple, je l'ai encore donnée aujourd'hui, aux salariés que j'ai rencontrés, on appelle le 3989. C'est quand même vachement plus simple de prendre son téléphone portable et de composer le 3989. Il y a 4 chiffres.
et on passe un coup de fil. Et si on a envie d'arrêter, on a un tabacologue, on nous donne rendez-vous avec un tabacologue. C'est une marche, en fait. J'ai même pas entamé une randonnée pour gravir la montagne. J'ai juste fait un petit kilomètre pour voir si mes chaussures allaient bien, vous voyez? Donc c'est beaucoup plus simple d'aller chercher son téléphone et de taper ces 4 chiffres que de se dire: «Il faut que j'arrête de fumer». C'est horrible de se dire qu'il faut arrêter de fumer. Le cerveau, il déteste ça. J'appelle au 39 89. La deuxième étape, c'est mon tabacologue qui va me la donner. Il va me dire ce que je vais vous dire là. Il faut gérer la dépendance physique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire un petit questionnaire. Je vais vous poser 2-3 questions. Je vais vous tester et puis je vous dirai si vous avez besoin de nicotine ou pas quand vous allez arrêter, le tabac. Et puis la troisième étape, ce sera peut-être d'aller voir son médecin. Vous voyez, on va vraiment essayer de découper en tout petites étapes pour que ça devienne digeste. Sinon, c'est trop lourd à porter. Alors, ça, c'est un premier objectif. Et autre chose, puisqu'on est sur la question de l'exercice, c'est que je voulais vraiment, ce qui est important, je pense, c'est le fait de mettre en place tous ces objectifs, de mettre en place des petites étapes, et cetera. Tout ça, c'est du changement. Le changement pour le cerveau, c'est un petit peu coûteux. Et donc moi, ce que je veux, c'est que chacun puisse et chacune puisse essayer d'expérimenter le changement. Des changements tout simples, pour voir un petit peu les étapes qui se mettent en place et comprendre ce qui se passe là-haut au niveau cérébral. Alors, expérimenter le changement, c'est adopter donc de nouvelles habitudes. Est-ce que c'est dans la tête? Souvent, on me dit: «Ouais, ça, c'est que dans la tête, il suffit de le décider». Alors oui, c'est vrai, c'est que dans la tête, mais il suffit pas que de le décider. Effectivement, ça se travaille. Pourquoi? Parce qu'un changement, c'est un nouveau chemin cérébral qui se crée. C'est des échanges chimiques, électriques. C'est-à-dire que je vous donnais l'exemple de la montagne, on va continuer là-dessus. Si, vous partez, alors on va pas prendre la montagne. Imaginez une forêt, très dense. Là, derrière moi, il y a une forêt qui est très dense, une forêt tropicale, il y a pas de sentier pédestre et je vous dis: «Tenez», je vous donne un coupe-coupe, une machette et puis je vous dis: il faut là, on a un point A et il faut que vous alliez au point B qui se trouve à quelques kilomètres». Vous allez vite, vous rendre compte de la masse à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre le coupe-coupe, vous créer un chemin, ça va être pénible. Si au bout de quelques instants, vous vous rendez compte que je vous ai menti et qu'en fait, il y a un sentier pédestre à peut-être à 30 mètres plus loin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser le sentier pédestre ou vous allez continuer avec votre coupe-coupe et votre, machette? Évidemment que non. La réalité des choses, c'est que vous allez prendre le sentier qui vous amène au point B et ça, c'est normal parce qu'on est un peu feignant, mais c'est notre cerveau qui est feignant et il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un un sentier pédestre qui est tout tracé, c'est une habitude. C'est qu'il y a du monde qui est passé par là. Bon, à force de le passage de l'humain a fait que, ça a écarté la forêt et on a créé un sentier. Quand on a une habitude, quand on a, par exemple, un verre de café, une tasse de café à la main et que ça déclenche l'envie de fumer, c'est mon sentier pédestre qui est déjà tout tracé. Pourquoi je m'ennuierais à prendre un autre chemin? C'est compliqué. Donc le changement d'habitude, c'est qu'il va falloir prendre le coupe-coupe, la machette, il va falloir créer un passage. Alors c'est long, ça peut être un peu fastidieux, mais c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible et puis, si en plus sur le chemin on se met des récompenses, ça donne envie d'avancer. Si en plus on est content ou quand on a fait quelques centaines de mètres, on se dit: «Waouh, j'ai déjà réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel». À force de passer sur ce sentier-là, on va le créer le sentier à force de répétition et si on n'utilise pas le premier sentier, la première habitude, que va-t-il se passer à votre avis? La nature va reprendre ses droits. Et ce sentier-là n'existera plus. Alors le cerveau va jamais oublier qu'il y a eu cette habitude-là. Et vous voyez, c'est vraiment ça, c'est des chemins cérébraux qui se créent. Et pour créer un chemin cérébral, il faut un petit peu de temps, il faut de la répétition, de la répétition. Au départ, c'est un peu coûteux et après, ça va tout seul. C'est une nouvelle habitude qui s'installe. Alors, combien de temps on met pour, avoir une nouvelle habitude? Alors c'est un peu faux, il y a beaucoup de bouquins sur le développement durable qui vous dit: «En 21 jours, vous pouvez changer toutes vos habitudes». Non, c'est pas en 21 jours. Alors pour les plus exceptionnels d'entre nous, ça peut être 18 jours. Il y a des études qui démontrent que c'est possible d'adopter de nouvelles habitudes en 18 jours, mais sinon ça va mettre quand même plusieurs semaines. Mais on va installer, confortablement et puis le jour où on est un peu fatigué, peut-être qu'on aura envie de reprendre le premier itinéraire qui est peut-être plus simple. Mais c'est ça la rechute. Mais après on revient à son coupe-coupe et on continue, on poursuit, vous voyez? Donc expérimenter le changement à la maison, je vous dis, c'est très simple. Vous vous levez demain matin, vous avez une routine matinale. J'en suis convaincu, on en a tous une, hein, elle ressemble plus ou moins à quelque chose, mais on en a tous une. Vous vous levez le matin, si la première chose que vous faites, c'est d'aller petit déjeuner et puis ensuite vous allez vous préparer, et demain inversez ça. Inversez ce truc-là. Quelle que soit la façon dont vous faites, vraiment inverser, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Ça vous demande de réfléchir, vous allez avoir envie
Ça va vous demander un tout petit peu de concentration. Votre téléphone portable, si vous êtes droitier ou droitière, utilisez la main non dominante. Vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile et vous allez surtout vous rendre compte qu'au bout de quelques heures, bah, en fait, bah, ça devient hyper simple. Alors moi, j'en fais l'expérience parce que quand je donne des exercices, j'aime bien les avoir déjà faits, pour me rendre compte aussi de la difficulté que je peux demander, dans les exercices. Un truc très simple, alors vous ça va vous faire sourire. Si vous pouvez faire avec votre main droite ou main gauche, peu importe, ici c'est un pistolet et ici c'est un téléphone, vous voyez? On fait un pistolet, un téléphone et après vous inversez. On inverse les 2 doigts. Vous voyez? Un pistolet, un téléphone, un pistolet, un téléphone, un pistolet, un téléphone. Moi, j'arrive à le faire, vous savez pourquoi? Quand on le fait la première fois, on a l'impression que c'est la première fois qu'on utilise ses doigts. On se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Vous avez vu? Parce que c'est pas un chemin cérébral, normal ça. Personne ne fait jamais ça au cours de sa journée. Vous voyez? Ouais, c'est pas facile. Après on comprend qu'il y a il y a il on faut pas bouger les pouces et qu'il y a les 2 autres qu'il faut modifier. Mais ça, je vous invite à le faire cet exercice, vous allez vous rendre compte en très peu de temps, vous allez réussir à comme moi je le fais assez facilement et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Mais ça vous c'est juste pour que vous fassiez l'expérience de la difficulté de départ. C'est vraiment il faut de la concentration, on comprend pas trop ce qu'il faut bouger comme doigt et après, ça s'installe tranquillement. Là, moi, cet exercice-là, j'ai fait il y a plusieurs mois, hein. Donc bon, là, je bug un petit peu de temps en temps, mais c'est resté. Parce que je le fais de temps en temps, justement, pour pouvoir le montrer et montrer que l'habitude, c'est un chemin cérébral. Si j'arrête de le faire pendant des mois, évidemment que je vais oublier ça. Donc, il faut vraiment essayer de vous confronter au changement, pas qu'avec le tabac. Faites la confrontation, l'expérience du changement dans le quotidien, faites-le en famille, proposez, bah, oui, OK, aujourd'hui, on veut bien que tout le monde ait son portable à dîner, mais ce sera avec la main gauche, ou avec la main droite si vous êtes gaucher. Bah, vous allez voir que on va se rendre compte que c'est un petit peu difficile, mais c'est pas infaisable. Alors quelques rappels sur la dépendance physique. Déjà, on a 3 formes de dépendance, hein, je vous le rappelle, la dépendance physique, la dépendance comportementale et puis la dépendance, psychologique. Celle qui va nous poser problème en premier lieu, si on en a une, c'est la dépendance physique. Donc elle va s'installer avec le système de shoot, si vous avez besoin de le sa enfin, vous pourrez regarder le 1er replay, mais je vous le dis très rapidement, quand je tire sur la cigarette, une, une bouffée de cigarette, c'est un pic important de nicotine. Ce shoot de nicotine, c'est ça qui nous rend accro parce que je retire, je renvoie un shoot, je renvoie un shoot. C'est ça qui va vraiment amener la dépendance. C'est le système de shoot qui va aussi sécréter de la dopamine, donc il va y avoir une source de plaisir pour le cerveau, une accoutumance et on va augmenter, il y a un nombre de récepteurs de nicotine dans le cerveau pour chaque fumeur. Il est différent, et ce qui va amener aussi à tirer différemment sur la cigarette. Vous fumez 10 cigarettes, j'en fume 10. Il y a des chances que peut-être moi j'ai besoin de plus de nicotine que vous, donc je tire plus fort sur mes cigarettes. Ça, comment on peut le mesurer? Il y a 2 choses. La dépendance physique, on la mesure avec le test de Fagerström. Donc il y a quelques questions à se poser, c'est assez simple. Et puis le petit CO-testeur que vous voyez ici sur l'écran, c'est simplement, ça va mesurer les particules de monoxyde de carbone qui sont présentes dans les poumons. Et ce taux-là donc indique la façon de tirer sur la cigarette. Après, quand on va voir le médecin, il a un autre indicateur qui est urinaire, qui est bien plus précis. Ça, c'est juste vraiment, c'est assez indicatif, hein. Ça marche dans la plupart des cas, mais là, par exemple, moi, cet après-midi, j'ai rencontré, des fumeurs où, il y a des incohérences, dans le CO-testeur. Il y a donc, vraiment pour préciser, être sûr qu'ils aient une très forte dépendance physique, si c'est des profils avec des fortes dépendances, bah, il faut passer chez le médecin pour qu'il soit plus précis lui et ou elle d'ailleurs et qu'il puisse, nous prescrire, la dose qui va nous convenir en substitut nicotinique. Alors le dernier rappel sur la dépendance physique, c'est que ce que j'entends très souvent et vraiment assez régulièrement pour ceux qui fument, peu de cigarettes, c'est: «Bah, j'ai pas de dépendance physique, il m'arrive de pas fumer, ce je peux très bien oublier». Alors ça, je l'entends aussi chez les gros fumeurs. Je prends l'avion, pendant 12 heures, pas de problème, ça me fait absolument rien de ne pas fumer. Ou pour celles et ceux qui, ne fument pas devant leurs parents pour X raisons, ils me disent: «Bah, quand je passe un week-end chez eux», ils ont 50 ans, mais ils fument pas devant leurs parents, hein. C'est vraiment ça a toujours été. Et ils me disent: «Bah, je fume pas». J'ai 2 alors je leur dis: «Mais comment?» Le problème, c'est l'anticipation du week-end. Ils sont toujours très stressés avant d'y aller, et puis peut-être un peu tendus aussi pendant le week-end, finalement. Donc ils arrivent parce qu'il y a une forte motivation. Il y a un obstacle très important au fait de fumer, mais finalement, dès qu'ils peuvent, dès que les parents sont partis, ils enchaînent, les cigarettes. Donc là, c'est vraiment le profil des personnes qui fument très peu et qui me disent: «Bah, en fait, je suis un petit fumeur, une petite fumeuse parce que je fume maximum 5 cigarettes par jour, donc ça va, c'est pas dangereux.
Bah, j'ai mes collègues, j'ai mon mari qui fume 3 à 4 fois plus que moi, donc c'est pas bien grave. Alors c'est faux, j'aimerais pouvoir dire le contraire, j'aimerais pouvoir dire: «Oui, vous pouvez fumer 3 cigarettes par jour, c'est pas bien grave», mais c'est pas vrai du tout. Le ce qui va être toxique dans le tabac, vous le savez, c'est le monoxyde de carbone, c'est l'exposition répétée à la fumée qui est toxique. C'est si on pouvait, si le tabac était pas addictif, on pouvait fumer une cigarette, tous les 10 ans, bah, tant mieux, grand bien nous fasse, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on comment dire? On va, enfin, le fait d'être sur une consommation répétée, c'est ça qui va être toxique. Donc ça veut pas dire qu'on peut se permettre de fumer que le week-end, par exemple, c'est pas vrai non plus. L'exposition, elle est présente, elle fait quand même du mal aux organes, elle fait quand même du mal à l'organisme. Mais le fait de fumer en fait, si vous voulez, grossièrement, on pourrait se dire: «Vaut mieux fumer 15 cigarettes par jour pendant 3 ans, ce serait moins dangereux pour la santé que de fumer, 3 cigarettes pendant 20 ans», par exemple. Oui, c'est ça que je dis, 15 cigarettes pendant 3 ans ou vaut mieux fumer plus sur un court moins sur un temps plus court, finalement, que sur une exposition qui va être beaucoup plus longue. Ça va être ça la problématique. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut envisager le sevrage tabagique avec les substituts nicotiniques? Alors, bah, déjà, les substituts nicotiniques, l'idée, c'est que quand on veut arrêter j'ai encore rencontré, je vous disais aujourd'hui, un monsieur qui me disait, bon, ça faisait, plus de 30 ans qu'il fumait, il me disait: «Bah, j'aimerais bien diminuer, je fume un paquet par jour. Je sens bien que j'ai pas mal de cigarettes qui me sont pas très utiles. J'aimerais bien au moins diviser par 2, mais donc comment est-ce que je fais?» Il se disait: «Bon, bah, je vais peut-être me donner une date à un moment donné et puis bon». Si on fait ça, ça va être ce qui va être problématique, c'est que si je fume 20 cigarettes, et que j'ai besoin de 20 milligrammes de nicotine, si je divise par 2 mon nombre de cigarettes, j'ai toujours besoin des 20 milligrammes de nicotine. On va compenser d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'on va tirer peut-être plus fort sur la cigarette, on va être hyper frustré, on va droit vers la rechute très souvent en faisant ça. Donc dès qu'on retire un apport en nicotine, il faut essayer de l'apporter autrement. Et l'apporter autrement, bon, bah, on a des patchs, on a pas mal de choses qui peuvent aider. Ça permet donc de combler le besoin en nicotine, ça évite les symptômes de manque, c'est ça qui est à l'origine des rechutes. Le premier mois, toutes les rechutes qui se font le premier mois de l'arrêt, très souvent, c'est des symptômes de manque, hein. Il y a bon, après pour ceux qui ont pas de problème, enfin qui sont pas dépendants à la nicotine, ce sera pour d'autres raisons, mais principalement quand même, c'est les 1res rechutes, ce sont celles-ci. Ça double les chances d'arrêt aussi, le fait d'avoir un substitut, nicotinique. Ça permet de contrôler aussi, les variations de poids, parce que quand on arrête de fumer, bon, c'est pas systématique, mais il peut y avoir une petite prise de poids. Et si on n'a pas de substitut nicotinique, on voit que la prise de poids est bien plus importante que quand on a trouvé un autre moyen d'apporter de la nicotine. Donc l'objectif, c'est d'apporter la nicotine d'une autre manière, d'une façon saine. La nicotine, elle est pas toxique. Alors si on mettait en intraveineuse, elle le serait, c'est évident. Mais elle est pas toxique à la quantité qu'un fumeur va l'ingérer. Elle a un effet sur le cerveau, elle a un effet sur l'appareil digestif, hein, qu'on s'entende là-dessus. Mais disons que, l'idée, ça reste quand même d'écarter le plus possible, la fumée de sa vie. Attention à pas vouloir diminuer trop vite. C'est-à-dire que très souvent, quand on utilise des substituts, j'ai encore vu alors j'ai beaucoup de séances de consultation tabac, là, c'est la période, hein, où il va y avoir le mois sans tabac. J'ai un jeune homme la semaine dernière qui me disait: «Oh, bah, j'ai arrêté pendant un mois et puis finalement, je suis pas retourné voir le médecin avec les patchs, j'en avais plus, j'avais un peu la flemme, je me suis dit que c'était bon» et en fait, bah, 2 jours plus tard, sans son patch, il a rechuté. Il avait une très forte dépendance. C'était quelqu'un qui avait besoin vraiment d'une prise en charge, au niveau de la nicotine, assez prolongée. Donc ça sert à rien de vouloir diminuer trop vite. Une fois de plus et je le dirai à chaque webinaire, la patience, c'est le mot d'ordre, vraiment. Surtout quand ça fait 20 ou 30 ans qu'on fume. N'essayons pas d'arrêter en 3-4 jours, c'est impossible. Donc pour les fortes dépendances, il y a des traitements qui peuvent être prolongés, ça peut être indispensable vraiment pour eux. Et puis la seule chose au départ, c'est qu'il faut s'armer de patience justement parce qu'on va essayer de trouver la bonne dose. Parce que vous n'aurez pas forcément votre médecin traitant, il est peut-être pas spécialisé, il va peut-être, si vous lui dites que vous fumez 20 cigarettes, il va vous donner un patch, 20 milligrammes. Vous en avez peut-être besoin d'un peu moins, peut-être d'un peu plus. Il va falloir essayer d'ajuster en fait et on va voir qu'on peut ajuster de plein de manières, il y a plein de possibilités de combinaisons. Alors justement, les substituts nicotiniques. On a, alors, il y a une chose que je voulais vous dire avant, c'est que vous voyez là, je vous ai mis des petites nicotines dans la fumée parce qu'en fait, la nicotine, elle est présente dans la fumée. C'est-à-dire que quand on tire sur la alors,
Il faut retenir une chose, les industriels ont fait un travail exceptionnel sur la nicotine. Alors il y a un contexte sanitaire, hein, des années 70, avec les autorités de santé qui ont fait une demande particulière aux industriels du tabac. On va passer toute cette partie-là. Vraiment, ce qu'il faut essayer de retenir, c'est très technique, mais ce qu'il faut essayer de retenir, c'est que dans ces années-là, les demandes ont amené en fait les industriels à faire que la nicotine soit plus volatile. C'est-à-dire qu'avant, dans la fumée, on trouvait un peu de nicotine. Depuis les années 70, ils ont utilisé un procédé de fabrication qui fait que maintenant, la nicotine, elle est très volatile, ce qui explique aussi les systèmes de shoot assez importants. Donc, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus addictive. Ça, donc, c'est les systèmes de shoot. Maintenant, le patch, lui, il va vous apporter de la nicotine, c'est une diffusion lente et continue. C'est-à-dire que quand on pose un timbre sur la peau, il va y avoir une diffusion, vraiment, c'est une diffusion continue, il n'y a pas ce système d'augmentation. Là, on peut avoir un petit système d'augmentation, c'est avec les substituts oraux. Mais ce n'est pas la base, normalement, de ce qu'on doit apporter. Ce qu'on doit apporter quand on arrête de fumer, qu'on diminue, c'est d'abord un patch. Alors, il y a très peu de personnes qui ne le supportent pas, mais ça peut arriver qu'il y ait des petites rougeurs, des petites réactions épidermiques. Bon, eh bien, il y a la possibilité, avec une petite pommade de cortisol, de traiter ça. Après, si c'est pas possible, on trouvera d'autres solutions. Mais souvent, il y a quand même des pensées obstacles au substitut. Moi, j'entends des personnes qui me le disent régulièrement, oui ou non. J'ai quand même, sur une dizaine de consultations, peut-être une personne qui me dit non, mais je veux pas des patchs. Je suis contre les médicaments, puis j'ai peur d'être accro à ça, etc. Donc il y a vraiment pas mal de pensées qui vont être un obstacle vers le patch. Donc il faut essayer de rassurer autour de ça, se dire que si là vous avez envie d'arrêter de fumer, essayez. Et puis si ça ne vous convient pas, mais vous arrêterez, vous passerez à autre chose. Mais on peut combiner. Donc on met un patch, et puis donc on a cette diffusion continue. Et puis si au cours de la journée, parce que si ça fait un petit moment qu'on fume, on l'associe aux émotions, on l'associe à plein de choses, cette cigarette. Si j'ai un gros coup de stress, et à la fin de mon stress, une fois que c'est passé, que j'ai réglé ce que j'avais à faire, souvent un fumeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir fumer une cigarette, il va prendre un temps pour lui pour fumer une cigarette. Donc ça va être le moment où peut-être on a très, très envie. La dernière fois, je discutais avec un policier, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit: «J'ai fait une super affaire et après une super affaire, je vais fumer une cigarette», et il m'a dit: «Là, j'ai arrêté de fumer, je ne savais pas quoi faire», et c'est comme ça qu'il a rechuté. C'est après une superbe affaire. Bon, tant mieux, il a arrêté, les personnes qui n'allaient pas dans la société, donc c'est une bonne chose. C'est super, mais ça l'amène à un système de récompense, et donc ce que je lui ai proposé, c'est d'avoir justement ce petit spray-là, d'aller quand même avec ses autres collègues fumer sa cigarette, mais lui, il ne fume pas, et si vraiment il ressent l'envie de fumer, il peut utiliser, les patchs, et en fait, c'est ce que les substituts oraux. Ça, c'est la plus grande, la diffusion la plus rapide, c'est celle-ci. C'est le spray. Ah, vous voyez pas peut-être. C'est le spray, c'est celle-ci. Il suffit simplement de mettre, le spray, à une dose, en fait, au niveau de la joue. Il faut vraiment incliner le spray. Il faut pas le mettre dans la gorge parce que sinon on a des picotements. On va avoir le hoquet aussi potentiellement. Il faut vraiment le diriger, sur la joue, que la diffusion soit un petit peu plus longue. Après, il y a les pastilles, il y a aussi les petits comprimés sublinguals à laisser fondre sous la langue. On va avoir les gommes. Il y a le petit inhaleur. Alors ça, c'est le chouchou, moi, des fumeurs que je suis. C'est l'inhaleur, c'est ce que vous avez juste ici, là, sur la partie droite. C'est une petite cartouche comme ça, et au milieu est imbibé juste là un petit tampon avec de la nicotine liquide, hein, et on va venir la poser juste là. Je vous le représenterai lors du dernier webinaire, mais on ouvre cette partie-là, on met la petite cartouche ici, et puis en fait, on inhale. On tire dessus, comme sur une cigarette, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de vapeur, ça envoie des petites gouttelettes de nicotine, et on peut le faire pendant 5-10 minutes, et donc ça va avoir une diffusion qui est quand même plus rapide, évidemment, que le patch, mais ça permet aussi de calmer. Et ça, surtout, moi, souvent, les personnes l'utilisent un petit peu comme un doudou, hein. Je l'ai dans la poche, je l'ai dans la main. Pour ceux que moi je rencontre dans l'industrie, qui sont sur des chaînes de production, ou d'autres qui ne peuvent pas se permettre de quitter une réunion comme ils veulent, on a ça à la main, et puis on peut le mettre dans la poche et on peut tirer dessus, et ça apaise. Ça évite la frustration, et une fois qu'on a terminé, de sortir pour fumer une cigarette, justement.
Donc on peut vraiment combiner. On peut aussi combiner patch et cigarette. C'est vraiment une idée reçue ça, hein, de penser qu'on peut pas le faire. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas possible, mais on peut vraiment combiner les 2. L'objectif, c'est toujours ensuite d'arrêter de fumer, mais c'est vraiment il faut essayer de trouver la bonne combinaison. Alors, parfois là, c'est un petit peu aussi tout ce qui se dit autour des substituts nicotiniques. Moi, ce que j'entends le plus, c'est, «Ah bah, ça me fait rien, j'en ai mis, mais ça m'a rien fait du tout». Quand ça nous fait rien du tout, qu'on a toujours la même envie de fumer, c'est que c'est qu'il y a un problème au niveau du dosage. Il faut savoir qu'il y a des patchs qui durent 16 heures et il y a des patchs de 24 heures. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de les garder la nuit et d'autres qui peuvent très bien les retirer la nuit, les remettre le matin. Alors, ça va mettre un petit peu de temps à se diffuser quand même. C'est-à-dire que si on l'a retiré, à 20 heures et qu'on le remet à 8 heures du matin, enfin avant de se coucher à 23 heures et qu'on le remet à 8 heures du matin, en se levant, par exemple, il vaut mieux avoir un petit substitut oral. Parce que, bah, ça veut dire que le temps de la nuit quand même, il n'y a pas eu de nicotine. Donc on peut puis avec les habitudes du matin, les premières cigarettes et cetera, il faut essayer d'avoir quand même un substitut oral à ce moment-là. Donc j'avais le hoquet avec les gommes, je l'ai entendu avec le spray aussi. Alors les gommes, c'est un peu particulier, c'est pas un chewing-gum, c'est pas à mâcher, vraiment à mastiquer en permanence. C'est on met la gomme dans la bouche, on mastique pendant 10 secondes, donc ça fait quelques mastications et on coince la gomme entre la joue et la gencive et on attend que ça se diffuse. Il y a un goût normalement qui va se diffuser. Alors il y a des goûts nicotine, mais il y a aussi, d'autres goûts pour éviter, ce goût qui est pas apprécié par tout le monde. Et puis une fois qu'il y a plus le goût, hop, on passe, de l'autre côté, on fait quelques mastications et on le met entre la gencive et la joue, de l'autre côté de la bouche. Et on peut faire ça, un certain temps et puis après on jette, la gomme. Donc là, c'est pareil, c'est une diffusion qui va permettre quand même d'apaiser. Moi, c'est quand j'accompagnais une entreprise qui était sans tabac. Donc les ouvriers, ne pouvaient pas sortir, pour fumer. Ils avaient du travail posté. Ils se demandaient: «Mais comment je vais faire? J'ai pas le temps de sortir de l'usine totalement». Il fallait sortir vraiment de l'entreprise pour pouvoir fumer. Donc ils avaient adopté ces différents substituts oraux. Ils continuaient de fumer, hein, quand ils sortaient de l'usine, la plupart, continuaient de fumer. Mais quand c'est pas possible et c'est la même chose pour l'avion. C'est la même chose pour, un tas de choses qu'on va faire sans qu'il y ait, la possibilité de fumer. Autant ne pas amener trop de frustration. Si j'ai un vol de 10 heures, ben, j'essaye d'avoir des substituts avec moi le temps du vol. Q Oui, j'entends aussi dire que bon, je vous l'ai dit ça, qu'on peut pas fumer avec un patch. Certains me disent aussi qu'ils retirent le patch et qu'ils fument. Alors ça, c'est une mauvaise idée. Je sais pourquoi on le fait, hein. On a peur de la petite, alors il y a pas d'overdose, mais on a peur du surplus de nicotine qui va nous donner la nausée et cetera. Mais il faut se dire qu'une fois qu'on a retiré le patch, il y a une diffusion qui est encore, qui est encore présente, hein, de nicotine, hein. Et puis, surtout le retirer, malheureusement, quand on le remet, il va pas bien coller, donc il va être moins efficace. Il va moins diffuser, ça se fait vraiment au niveau de l'épiderme, donc si c'est pas bien collé, ça va pas bien fonctionner. Et puis surtout, si à force qu'on doive retirer, remettre, souvent c'est les gens, en ont marre et remettent plus le patch et puis, bah, ils refument, hein, tout simplement. Donc on peut couper aussi en 2 les patchs, c'est possible. Quand on nous reste, et puis qu'il nous reste un certain nombre de pa alors il y a quand même une marque où on peut pas le couper, ça c'est à revoir avec le pharmacien au moment où vous allez chercher les substituts, mais il y a une marque qu'on peut pas couper en 2 qui est un peu particulière, mais sinon la plupart des patchs, on peut les couper en 2. C'est-à-dire que s'il nous en reste et qu'on a décidé, de réduire le taux de nicotine, bah, on peut faire comme ça, hein. Et non, on ne devient pas accro aux patchs. Alors si je vous dis la vérité absolue, ça peut arriver, mais c'est très, 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 très rare et je devrais même pas vous le dire parce que si je vous le dis, forcément ça va mettre une petite graine dans votre tête, mais en fait, c'est vraiment pour les cas, c'est vraiment moi j'en ai jamais rencontré, je l'ai déjà lu dans la littérature scientifique, mais j'en ai jamais rencontré et je rencontre beaucoup, beaucoup de fumeurs depuis des années. Donc c'est vraiment, je pense, très, très rare et puis tous les tabacologues que je connais n'en ont pas rencontré. Donc c'est hyper rare, c'est 1 des vraiment des très, très gros fumeurs, des personnes qui ont des dépendances, qui sont vraiment très, très importantes, qui vont fumer, plus de 3 paquets par jour, par exemple et qui vont avoir ce terrain de dépendance particulier et donc oui, si ça fait 2 ans qu'ils sont sous patch, il y a un moment donné où, il est possible qu'il y ait cette dépendance. Mais c'est 1 d'une population très infime. Donc peut-être que vous êtes dans cette population, mais c'est vraiment, quasi improbable en tout cas. Donc vraiment, il y a pas de on va partir sur l'idée qu'on ne devient pas accro au patch.
C'est vraiment bien de se le dire. On peut y aller sans problème. Alors, maintenant, la vaporette. Qu'est-ce qu'il en est de la vaporette? Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, je l'ai encore entendu aujourd'hui. C'est vraiment, je l'entends très souvent. On me dit: «Oui, c'est pire que la cigarette, c'est n'importe quoi ce truc» et puis après on me regarde et on me dit: «Mais en fait, vous en pensez quoi?» Alors non, c'est faux, c'est pas pire que la cigarette. Je sais pas s'il y a pire que la cigarette, mais c'est pas pire que la cigarette. Alors après, qu'est-ce qu'on en sait? C'est assez complexe, il y a plein d'études, il se dit beaucoup de choses, sur la vaporette, il y a plein d'interprétations, mais moi je pense que quand on veut arrêter de fumer, il faut répondre à l'ensemble des questions que j'ai inscrites et c'est suffisant pour savoir ce qu'on doit en faire de cette vaporette. Alors, est-ce que la nicotine, elle est toxique? On se l'est dit, non, la nicotine n'est pas toxique. Parce que est-ce que la vaporette, elle produit du monoxyde de carbone? C'est ce qui est toxique dans le tabac. Non, elle ne produit pas de monoxyde de carbone. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vraiment la principale problématique dans le tabac, c'est le monoxyde de carbone, c'est la fumée. Donc on a retiré le problème principal. Est-ce qu'elle est moins toxique que la cigarette, la vaporette? Infiniment. Est-ce qu'elle est sans danger? Non. Elle n'est pas sans danger pour la santé. Elle n'est pas sans danger, mais elle est infiniment moins toxique que le tabac. Énormément de pneumologues le recommandent si des personnes ont besoin d'arrêter de fumer pour X raisons, quelle que soit la maladie pulmonaire qu'on va avoir, très souvent, si la personne peut passer par la vape, ça peut être recommandé. Après, il y a des maladies où c'est pas possible de passer par la vape, il faudra passer par des patchs, évidemment. Mais est-ce qu'on peut aussi mixer cigarette et vaporette? Alors, c'est pas recommandé. L'idée, c'est qu'on se débarrasse d'un certain nombre de risques pour la santé avec la cigarette à partir du moment où on ne fume plus. Si vraiment on ne touche plus une cigarette et qu'on vapote, là, on voit des bénéfices pour la santé. J'ai encore rencontré une dame ce matin qui me disait que ça faisait presque 40 ans qu'elle fumait. Elle a eu un problème pulmonaire, justement. Elle est passée par la vaporette. Ça fait 2 ans qu'elle vapote et elle vapote de moins en moins. Et elle est venue me rencontrer ce matin dans l'entreprise. Elle était mise à disposition des consultations. Elle est venue me rencontrer ce matin pour me dire bah, qu'est-ce que j'en fais, parce qu'elle culpabilisait un peu. Elle me dit oui, mais bon, là, ça fait 2 ans quand même que j'ai la vaporette. Mais ça faisait 40 ans qu'elle fumait. Ça faisait 40 ans qu'elle fumait. Je fumais plus d'un paquet par jour, vous voyez? Donc c'est de se dire, il y a un moment où il y a eu un bénéfice pour sa santé. Elle me dit: «Oui, je respire bien mieux, j'ai plus ma problématique pulmonaire», voilà, elle a tous les bénéfices de l'arrêt du tabac. Maintenant, il est vrai que je l'encourage, c'est évident, à aller vers l'arrêt de la vaporette, c'est une évidence. Mais vous imaginez 40 ans de tabagisme, elle a pu arrêter sans trop de difficultés. Elle a réessayé une fois une cigarette qu'elle a détestée. Elle m'a dit: «C'est bon, je suis guérie de la cigarette». Donc si vraiment on peut avoir que des histoires comme ça, c'est exceptionnel. On ne recommandera jamais la vaporette pour quelqu'un qui n'a jamais fumé. Enfin, c'est un non-sens, au niveau de la santé. Mais quelqu'un qui fume, si on peut passer par la vaporette, il faut le faire avec un professionnel de santé, j'en suis convaincu. Parce que voilà, est-ce que la vape, c'est un produit de substitution? Non, c'est pas un médicament. Et l'OMS ne le reconnaît pas comme ça, et peut-être heureusement. C'est un outil qu'on peut utiliser à un moment donné. Ça peut nous aider. Là, c'était l'urgence pour cette dame d'arrêter de fumer. Elle a trouvé ce moyen-là pour le faire. Eh bien, tant mieux. Et elle me dit, je ne sais pas si j'y serais parvenue avec des patchs. Parce qu'elle a essayé, et puis bon, voilà, c'était peut-être pas non plus ce qui lui convenait. Donc, vous voyez, donc, on peut y aller, il faut le faire avec un professionnel de santé pour peut-être éviter de vapoter pendant 10 ans après l'arrêt. Hein. C'est peut-être l'objectif, c'est quand même d'aller progressivement vers l'arrêt. Oui, on peut peut-être mixer au début des cigarettes et puis on vapote pour retirer ce que je vous disais, si je fume 20 cigarettes et que je décide d'en fumer plus que 10, bon, bah, je vais essayer de compenser avec la vaporette et puis au fur et à mesure, j'arrêterai de fumer et puis après, j'essaierai d'arrêter de vapoter. Alors, sur la vaporette toujours, on a donc, il y a plusieurs modèles, hein. Il y a les rechargeables, il y a les jetables que vous connaissez, hein, parce que ça a fait un bruit assez important, la puff qui va normalement, qui devrait, d'après notre première ministre et la confirmation aussi de notre ministre de la santé, être interdit courant 2024. On verra ce qu'il en est. Est-ce que ce serait possible de les interdire? Alors, elles sont jetables parce qu'il y a déjà du liquide, tout est fait. Il y a un nombre de puffs, le nombre de fois on peut tirer dessus. Il y a les cigarettes, les pods, là on peut les recharger avec des cartouches. Et puis il y a aussi les formats un peu chicha, là, qui sont vraiment. Pourquoi chicha? Parce que ça déverse
énormément de vapeur et puis beaucoup plus de nicotine la plupart du temps. Alors, il y en a avec nicotine et sans nicotine. Mais il y a un autre phénomène, c'est le sel de nicotine. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On n'en entend souvent pas parler quand on est fumeur et qu'on veut essayer de vapoter. Et puis, en fait, bah, on vapote du sel de nicotine sans même savoir que c'en est. Alors, qu'est-ce que c'est le sel de nicotine? Vous vous souvenez, je vous ai parlé des années 70 où les industriels ont réussi à ce que la nicotine soit plus volatile. Bah, ils ont opéré exactement la même chose avec les vaporettes. C'est-à-dire que la cigarette électronique, au départ, quand on vapote, et c'est ça qui va manquer peut-être au départ aux fumeurs, c'est que ça fait une légère augmentation. On n'est pas sur un pic, on est quand même sur une légère augmentation de la nicotine. Quand je tire une fois dessus, c'est ce qui va se passer. Et le sel de nicotine vient faire exactement la même chose que la nicotine dans les années 70, c'est-à-dire qu'on a un shoot de nicotine qui est presque aussi important qu'une cigarette. Pas comme une cigarette, mais presque aussi important. C'est extrêmement addictif. Alors, maintenant, je le nuance. Si vous avez un profil de fumeur ou de fumeuse avec une très forte dépendance, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, oui, effectivement, c'est une très bonne idée. Je ne l'ai pas encore vu. Il y a un documentaire sur Netflix sur Big Vape et sur la Jules aussi. Oui, moi, ça a été une catastrophe quand j'ai vu la Jules arriver. Je me souviens, je revenais de déplacement à Gare de Lyon il y a quelques années. Ils avaient mis en plein centre de Gare de Lyon comment dire, un accueil et c'était la Jules. En fait, ils vendaient la Jules. Donc, évidemment, moi, j'y suis allée, mais en tant qu'addictologue, j'ai posé deux, trois questions. Et je me suis rendu compte qu'ils connaissaient pas bien leurs produits à ce moment-là. Ils savaient pas que c'était du sel de nicotine. Ils racontaient un peu tout et n'importe quoi. Enfin bon, j'ai été me renseigner quand même. Et donc la Jules, elle a pas pris. Et je sais même pas si elle va pas. Elle est pas interdite la Jules maintenant? Je sais plus. Mais bon, regardez ce documentaire. Je pense qu'il est intéressant. J'en ai vu quelques extraits. Donc le sel de nicotine, moi j'ai déjà recommandé à une dame qui fumait deux paquets par jour, qui se levait même la nuit. Alors, se lever la nuit, pas de stress, hein. Enfin, c'est pas à 4 heures du matin, je suis stressé, donc j'arrive pas à dormir. Sinon, je me réveille, je me lève, je fume deux à trois cigarettes, je les enchaîne, et je retourne me coucher. Parce que vraiment, j'ai un manque de nicotine qui est très important. Elle m'a dit, j'ai essayé toutes les cigarettes électroniques, elle en avait acheté au moins 5. Elle a dit, franchement, ça fonctionne pas, les patchs, je les supporte pas. Donc, elle avait vraiment jeté euh, elle s'est dit stop, j'arrête d'essayer d'arrêter quoi. Et puis finalement, je lui dis mais essayez le sel de nicotine. Alors c'est vraiment parce qu'elle avait un profil vraiment particulier, hein. On a creusé le truc, hein. Et avec le sel de nicotine, vous me croyez pas, elle a réussi à arrêter. Après, je l'ai pas revu, mais au moins pendant quelques semaines. Et ça lui convenait parce que les hauts taux de nicotine avec les cigarettes électroniques, souvent, ça fait une petite douleur dans la gorge, c'est assez corrosif, donc ça fait un peu mal. Donc ça peut être une solution, mais une fois de plus, c'est vraiment pour des cas extrêmes. Sinon, le sel de nicotine, il faut l'oublier et le mettre de côté, sinon on va avoir du mal à se passer de la vaporette. Alors, ça, c'est un petit résumé assez simple. Je ne vais pas tout vous dire, mais c'est parce que je le trouve vraiment bien fait, ce résumé. On a la forme de tabac classique avec la cigarette qui est représentée dans le cercle jaune. On a le tabac chauffé. Je ne sais pas si je n'en ai pas parlé, le tabac chauffé, là, ici. Non. Il y a le tabac chauffé. Alors ça, je ne sais plus quelle marque de cigarette l'a mis en place. C'est-à-dire que ça brûle pas, c'est un tabac qui est chauffé, c'est pas de la combustion. Alors c'est technique, hein. C'est pas de la combustion, mais c'est de la pyrolyse. Mais en réalité, les études sont en cours et quand même, il y a une toxicité qui est probable. À mon avis, ça, faut le mettre de côté, faut pas y penser. C'est vraiment pas recommandé de l'utiliser. Là, pour le coup, c'est vraiment pas, c'est contre-indiqué. Euh, et donc, on a la vaporette qui a une toxicité qui est vraiment moindre. Et on peut le voir, c'est au niveau aussi de la chauffe. On voit qu'une cigarette, la combustion, il y a une combustion, elle se fait presque jusqu'à 800 degrés, c'est quand même pas rien. C'est ça qui va libérer un maximum aussi de substances chimiques. Et la vaporette, qui fait que de la vapeur, elle est au maximum à 200 degrés. Alors c'est ça aussi, hein, on peut aller voir pour bien choisir sa vaporette si on en a besoin pour l'arrêt. Alors, quand on se prépare à l'arrêt, il y a une chose qui est importante, c'est il faut savoir qu'on peut avoir ce qu'on appelle le craving, c'est l'envie répressible de consommation. Qu'est-ce que c'est? Ça fait peut-être un mois que vous avez arrêté de fumer, ça se passe pas trop mal, et là d'un coup vous savez pas ce qui se passe, vous êtes en fin de soirée devant Netflix justement, en train de regarder ce super documentaire, et là vous avez très très envie de fumer. Bon, peut-être parce que vous êtes exposé à des cigarettes et des vaporettes, vous avez très très envie de fumer. Les premières fois que ça vous arrive, c'est souvent dans les premiers jours après l'arrêt en réalité, hein.
Ça vient, je vous ai mis une vague comme un tsunami, quoi. Ça vous submerge. Vous dites, il faut que je fume, il faut que je fume. Une chose à savoir, je vous le donne le truc, c'est que ça passe en 3 à 5 minutes. Alors pour les autres produits, ça peut être un peu plus long, mais pour le tabac, en règle générale, cette envie-là se pique. C'est comme un tsunami, c'est impressionnant et en fait, ça finit par passer et il y a un calme plat juste après. Bon, sauf que le tsunami, ça fait des dégâts, mais là, vraiment, on a une envie irrépressible, ça va durer quelques minutes. La stratégie, c'est la diversion. Faites autre chose. Et ça se prépare. Et on le verra pendant le webinaire aussi sur comment préparer la rechute. Il faut savoir ce qu'on va faire le jour où on va être confronté à ça. Si on y répond à ce craving et qu'on prend une cigarette, il sera de plus en plus fréquent, ce craving. Si on résiste et qu'on se dit allez, je vais manger une pomme, c'est pour ça souvent les gens me disent oui, bah, je dis qu'il faut que j'arrête de fumer, on me dit d'aller manger une pomme. Non, c'est l'idée derrière, c'est sortez, faites un tour, trouvez quelque chose qui vous plaît pendant 5 minutes sans vous-même vous en rendre compte, l'envie va passer. Si on y résiste, la fréquence va diminuer et son intensité aussi diminuera, jusqu'à le voir quasiment totalement disparaître. Il peut arriver qu'on n'en ait plus pendant des années des cravings, et puis vous ne savez pas pourquoi, un beau jour, ça fait 10 ans que vous avez arrêté de fumer, paf, vous avez une envie de fumer. Heureusement, s'il n'y a pas du tout d'installation de tabac, si vous n'avez pas un conjoint ou quelqu'un qui fume autour de vous, vous allez résister, c'est certain. Si en revanche, vous êtes qu'avec des fumeurs à ce moment-là, c'est pareil, il faut se préparer à ça. Pas prendre une cigarette dans le paquet du copain à côté. Donc, vraiment, il faut préparer toutes ces rechutes-là. C'est propre à chacun. Il y a des déclencheurs chez chacun d'entre nous qui vont être plus ou moins puissants. Les difficultés à l'arrêt, bah, c'est ça, c'est le faux pas. On va avoir le faux pas, on le prépare. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du faux pas? C'est de se dire, il ne faut pas s'auto-flageller, il faut juste se dire, mais pourquoi c'était là? Pourquoi j'ai rechuté? Pourquoi j'ai pris une cigarette? Parce que peut-être j'avais plus de substitut nicotinique. Encore là, une fois, c'est du vécu, hein. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quelqu'un qui me disait ça. J'avais plus de substitut, j'ai rechuté de cette manière-là. C'est un peu idiot, il me disait, mais j'avais pas envie d'aller en racheter. Une soirée avec des amis associée à l'alcool aussi, parce qu'on va perdre un petit peu plus le contrôle de son comportement. Et puis, il y a toutes les pensées permissives. Il faut regarder les petites pensées permissives, regarder ce qui était à l'origine de ce faux pas. Est-ce qu'on s'est dit, oh, c'est pas bien grave. Allez, une cigarette, ça fait un certain temps que j'ai arrêté, je peux au moins faire ça. Donc, toutes ces pensées permissives vont nous amener, et c'est pour ça, là, je vous en parle des pensées permissives parce que c'est ce qu'on va travailler dans les thérapies cognitives et comportementales. La pensée va déclencher le comportement. Vous voyez? C'est-à-dire que et tout ce on peut là, maintenant, tout de suite, vivre un événement tous ensemble et pas penser la même chose de cet événement et pas avoir la même réaction face à cet événement. Pourtant, c'est un événement commun. Nos pensées, elles viennent de notre passé, de ce qu'on a vécu, il y a beaucoup de facteurs qui vont les expliquer, mais elles vont déterminer ce qu'on va faire. Si on se dit, bon allez, c'est bon, c'est pas, j'ai bien mérité une petite cigarette, ça va, on est samedi soir, vous en prenez une et puis vous y retouchez pas pendant des semaines, c'est très bien. Mais il y a aussi la pensée qui va vous amener à dire, bon bah de toute façon maintenant c'est foutu, hein, foutu pour foutu, et vous reprenez. Et en fait, toute la soirée, vous fumez, puis le lendemain, vous vous levez, vous avez acheté un paquet de cigarettes et puis, vous enchaînez, puis vous rechutez totalement. Vous voyez? Donc les pensées, elles sont hyper importantes et c'est ça qu'on va aller bosser. Donc les aides à l'arrêt, j'ai pris un peu de retard, je sais, je suis désolée. Les aides à l'arrêt, il faut vraiment, pour les aides, aller sur vraiment chaque dépendance. Il ne faut pas en oublier une. Il faut vraiment aller regarder ce qui se passe pour chacun d'entre nous sur la dépendance physique. Est-ce que j'en ai une, oui ou non? Ça va déterminer si on prend des substitutions, on n'en a pas besoin. Est-ce que j'ai une dépendance quelle est ma dépendance comportementale et quelle est ma dépendance psychologique? Et on va aller bosser ça. La cigarette, pour chaque fumeur, ne représente pas la même chose. Certains me disent: «Je fume plus au travail qu'à la maison», parce que c'est plus lié au stress. D'autres me disent: «Je fume plus au travail parce qu'il y a des moments de convivialité, on s'entend tous bien, on va souvent boire des cafés». D'autres me disent: «Bah, je fume plus à la maison parce que je m'ennuie» et d'autres, ça va être l'inverse. Donc il faut essayer de voir un petit peu la fonction de la cigarette et puis d'essayer de trouver une autre manière de répondre à un besoin qu'avec la cigarette. Donc il y a de la gestion du stress, ça c'est très bien, il y a plein de techniques et je vous en présenterai lors d'un prochain webinaire. Et puis, il y a les thérapies cognitives et comportementales. Cognitives, c'est les cognitions, c'est ce qu'on pense qui va entraîner des comportements. Donc, on va bosser là-dessus. Les aides à l'arrêt, une fois de plus, vous en avez beaucoup avec le mois sans tabac, mais pas que. Le 39,89, c'est tout au long de l'année. C'est écrit sur les paquets de cigarettes.
Vraiment, il ne faut pas hésiter à appeler ce 3989 parce que vous avez un tabacologue qui vous est dédié tout du long de l'arrêt, si vous en avez besoin X temps. C'est des appels téléphoniques de 20 minutes, c'est très efficace. J'ai beaucoup de bons retours et multiplier vos ressources d'aide, c'est hyper important. Donc, vous avez le petit kit aussi du mois sans tabac que vous pouvez obtenir, soit vous le petit kit jaune, bon, c'est flouté, mais vous avez l'idée. Vous pouvez soit le récupérer en pharmacie, soit vous pouvez aussi le commander sur Tabac Info Service. Oui, oui, sur Tabac Info Service, hein, je ne me trompe pas. Oui, oui. Il y a le coaching aussi. Alors, certains me disent oui, non, mais l'application, moi, je ne la trouve pas terrible, mais elle a le mérite d'être là. Même si vous ne la trouvez pas terrible, moi, je la trouve pas trop mal parce que, en fait, vous allez lire des petites choses, ça va vous orienter sur d'autres. Vous allez passer du temps sur l'arrêt. Vous voyez? C'est ça qui est important. Puis quand vous ouvrez votre téléphone, l'application, elle est là. Mettez-la sur votre page de garde. N'allez pas la mettre sur la 3e page de votre téléphone. Ça va inscrire l'arrêt. Rien que ça, ça peut être important. Alors, tout ce qui est homéopathie, tout ce qui est hypnose, acupuncture, qu'est-ce qu'on en pense? Scientifiquement, rien n'est vraiment prouvé. Mais est-ce que ça a une importance? Alors, ça ne fera pas de mal, c'est ça l'idée. Mais c'est de se dire si je peux utiliser quelque chose qui... essayons tout ce qui est possible. Mais il faut le faire avec, une fois de plus, avec curiosité. Par exemple, certains me disent bah, moi, j'ai réussi à arrêter avec l'hypnose. Mais par contre, j'étais vraiment pas bien. Ah oui, parce que si vous faites de l'hypnose, ça va peut-être vous couper l'envie de fumer, mais vous avez peut-être besoin de nicotine. Donc il me disait ouais, j'étais hyper déprimé pendant 2-3 mois, je me sentais pas bien. Alors ça a bien fonctionné, il y a des personnes sur qui ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il faut y aller en se disant bon, bah, j'essaye un petit peu tout, quoi. Et surtout, il faut voir si ça a un coût financier. Il faut se dire que là, vous investissez pour votre santé. Parce qu'avec le tabac, on investit, bon, si on fume un paquet par jour, ça chiffre quand même assez rapidement. Donc il faut se dire, c'est de l'argent que j'investis, mais vraiment pour ma santé. Donc ça, c'est pas un vrai coût, c'est un investissement. Il faut vraiment essayer de le voir de cette manière-là. J'ai bientôt fini, hein, je me dépêche hein, pour qu'on vous ayez les questions. Alors, comment bien préparer son arrêt? Ça, c'est important, préparer son arrêt. La première chose, la toute première chose à savoir, c'est qu'il faut faire le point sur sa dépendance physique. Je vous le dis, je vous le répète, il y a des petites questions. On peut aller voir un tabacologue. Il y a une liste sur Tabac Info Service des professionnels de santé. Vous pouvez aussi aller rencontrer la Ligue j'imagine sur les stands tabac, peut-être que de temps en temps, il y a des CO-testeurs. Donc, on peut aussi se tester de ces manières-là. Bien connaître ses motivations et ses freins, c'est pour ça que je vous ai donné cet exercice-là la première fois. L'auto-observation, c'est l'exercice que je vais vous donner aujourd'hui pour détecter les déclencheurs. C'est un premier exercice d'auto-observation qui peut être intéressant. Déterminer une date, ça c'est important. J'ai rencontré un monsieur aujourd'hui qui me disait non, je ne veux pas me mettre de date. Oui, parce qu'il se disait avant j'arrête au 1er janvier par exemple. Donc non, là ça ne fonctionne pas bien. Mais c'est de se dire voilà, là je commence à me dire il faut que j'appelle le 3989, je commence à mettre en place des choses. Allez, quand est-ce que vraiment je mets un patch et c'est ça, déterminer une date. C'est pour se motiver à respecter ce calendrier. C'est s'entourer aussi de professionnels. Il y a énormément d'aides qui sont gratuites, donc il ne faut vraiment pas s'en priver. C'est adapter son environnement. On a installé la cigarette et le tabagisme dans nos vies, on peut installer l'arrêt. Et c'est pour ça que j'incite vraiment à prendre aussi le kit du mois sans tabac. Ce que je disais à Yana la dernière fois, c'est que juste avant, Yana avait créé l'agenda qui permettait ça faisait comme une petite tente, j'arrive pas à trouver le terme, on pouvait le poser. Et moi, vraiment, c'est ce que j'incitais les fumeurs à faire, c'est vous l'ouvrez même si vous ne le lisez pas tous les jours, mettez-le quelque part sur la table de la cuisine, du salon, un lieu de passage, parce que comme ça, vous allez voir que l'arrêt, il est présent chez vous. Alors ça, c'est une petite chose, mais ça va être de retirer tous les cendriers, d'éviter d'avoir des briquets, des choses qui vous rappellent en fait le tabagisme. Informer son entourage, alors ça oui et non, parce qu'il y a des personnes qui me disent ah, non, non, ils mettent tellement la pression que je veux surtout pas leur dire que j'arrête. Informez-les si vraiment c'est un soutien et qu'ils ne vous mettent pas la pression et que vous savez que vous pouvez leur passer un coup de fil pour leur dire ah, ça fait une semaine que j'ai arrêté, c'est cool, etc. Et puis une fois qu'on a mis tout ça en place, et ben allez, go, on y va. On y va, on se lance. On se lance. Donc la proposition d'exercice, l'auto-observation, il faut identifier les déclencheurs. Derrière chaque cigarette, il y a quelque chose d'un peu différent. On va aller regarder. Je me lève demain matin, je fume ma première cigarette. Tiens, c'est vrai que celle-là, j'en ai besoin. J'en ai besoin assez rapidement après le lever. La deuxième, ah tiens, c'est avec le café. La troisième, c'est quand j'arrive au travail et que je suis avec les collègues. L'autre, c'est à la pause. Après, c'est avant manger, après manger. Essayez vraiment de faire une petite liste comme ça.
c'est de noter et de se rendre compte quand il y a des augmentations de consommation, de voir ce qu'il y a derrière. Bon, là, c'est la fin de journée, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'arrive à la maison, j'ai besoin de couper avec ma journée de travail. C'est vraiment d'essayer de voir ce qu'il peut y avoir. Ça peut être une émotion positive, une émotion négative, enfin voilà. Essayer de voir tout ce qu'il peut y avoir derrière et ce qui va déclencher l'envie. Là, par exemple, samedi soir, j'ai très, très envie de fumer. Bon, bah, c'est peut-être parce que je suis avec beaucoup de gens qui fument. Donc ça me donne envie de fumer. On va essayer de travailler là-dessus, puis après, vous pouvez, avec votre tabacologue de 39,89, pousser un petit peu cette réflexion-là et savoir vraiment ce qu'il peut y avoir derrière. Mais faites une première observation. Et surtout, n'oubliez pas, expérimenter le changement. Ah, j'arrive plus à le faire, vous voyez? Vous m'avez perturbé. Expérimentez le changement. Je vous mets mon pistolet et mon téléphone, c'est hyper important. Ah, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. L'état d'esprit, patience, 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 curiosité. Essayez vraiment, faites-le, je vous disais, comme si vous faisiez une expérimentation, vous tentez des choses ou vous créez une recette, j'en sais rien. De la compassion pour soi, il n'y a pas d'ingrédient magique, il n'y a pas de magie dans les patchs, il n'y a pas de magie dans n'importe quelle formule, il n'y a pas de formule. Il y a la vôtre, il va falloir la développer et vous allez forcément trouver un moyen d'arrêter de fumer. J'en suis convaincue.